Ce qui reste un sujet quand même, je pense qu'on peut le dire, c'est la compétition avec la périphérie, puisque la périphérie continue à avoir des fonciers qui sont proposés à des enseignes, que les maires de périphérie ne sont pas forcément tous unanimes par rapport à la stratégie du centre-ville de Mulhouse. Donc il y a un travail aussi de coordination avec un schéma directeur d'aménagement commercial qui pose ces enjeux. Enfin, en tout cas, on a fait évoluer les choses, mais là, c'est Nathalie Motte pourra le dire plus fortement que moi. On a fait évoluer les choses au niveau de la perception des enjeux de la dynamique commerciale sur le territoire et comment dire, le côté presque naturel et inéluctable d'ouverture d'enseignes en périphérie ne va plus de soi aujourd'hui sur le territoire. Il y a un débat à chaque fois. Le maire est assez pugnace par rapport aux commissions départementales et aux commissions nationales. Et on peut donc infléchir des tendances, recadrer, recalibrer des projets, négocier avec les prospecteurs. On ne contrôle pas tout, hein, on n'est pas évidemment dans une économie administrée, mais quand même le sens de la dynamique a changé clairement sur l'ensemble du territoire. Ce qui reste aussi dans les sujets, puisque tout n'est pas rose bien évidemment, c'est l'attractivité résidentielle, je l'ai évoqué, ça reste un combat permanent et c'est essentiel aussi, c'est-à-dire que comme on se le disait tout à l'heure, hein, c'est typiquement le modèle urbain, il y en a d'autres, on a parlé de Saint-Étienne tout à l'heure, la ville concentre plutôt les ménages pauvres, beaucoup de logements sociaux. Les ménages qui ont les moyens vont opter pour les périphéries verdoyantes, collines, dans un cadre de vie différent. Donc vraiment, l'enjeu pour nous, on fait revenir les gens en ville pour faire leurs courses. Maintenant, c'est qu'ils reviennent en ville pour y habiter. Merci. Donc maintenant, à vous la parole. J'imagine qu'il y a des réactions, des témoignages. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, je commence ici, deuxième rang. Après quatrième rang, après on prendra à gauche. Et pouvez-vous vous présenter? Oui, Renaud Barès, directeur du CAUE de l'Aude, donc un département rural. Et d'abord un témoignage, on a été invité à participer à la CDAC. Alors je dois dire que c'est vraiment un lieu extrêmement important pour intervenir, mais malheureusement, mon témoignage, c'est que c'est une chambre d'enregistrement où les élus sont tétanisés à l'idée qu'on puisse les accuser d'avoir refusé un projet qui, soi-disant, crée des emplois. Donc, nous, on a vu très très peu d'intérêt, donc on en est sorti parce qu'on était toujours les seuls à dire que peut-être il y avait d'autres manières de voir les choses. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'en 2015, on a fait un concours d'idées national qui s'appelait Revivre en centre-bourg, donc plutôt l'échelle rurale, mais la question reste entière pour les centres-bourgs. Et c'était intéressant parce qu'on s'était rendu compte que la première réponse pour l'échelle rurale, c'était évidemment de redonner envie de vivre au centre, donc d'avoir des espaces extérieurs qui existent très peu dans le tissu ancien. Donc la réponse plutôt à l'échelle de l'îlot qu'à l'échelle de la parcelle. Bon, bref. Mais par contre, je voudrais revenir sur un élément important qui avait été bien identifié dans un reportage qui était passé sur le journal d'Arte il y a à peu près 2 ans sur la santé et le vélo en Hollande et qui montrait que la Hollande investissait à peu près 2,5 milliards d'euros en infrastructures pour le vélo chaque année, ce qui leur faisait économiser 19 milliards d'euros pour la santé. Mais le lien entre la possibilité de faire du vélo et les supermarchés, c'est tout simplement que les hypermarchés sont interdits en Hollande. Du coup, il y a foison de petits supermarchés qui sont accessibles en vélo parce qu'ils ne sont pas loin. Évidemment que quand on fait ses courses en vélo, on consomme beaucoup moins, plus intelligemment, puisque de toute façon on charge peu. Donc la santé est meilleure aussi. Donc on se rend compte à quel point le schéma français est quand même a des conséquences beaucoup plus graves que seulement le fait d'encombrer les périphéries, etc. Et puis... Vous pouvez raccourcir parce que oui. J'ai peut-être 15 demandes de prise de parole. Oui, et puis il y a un sujet quand même, alors nous on y a été confrontés très récemment, c'est le fait qu'il y a une nouvelle génération de jeunes adultes qui ne passent plus le permis de conduire. Donc ces gens-là, il va falloir quand même que les élus y réfléchissent. Voilà, merci. Merci, peut-être juste une réaction. Juste santé et vélo. Là, vous avez Frédéric Errand, qui est un spécialiste, qui pourra vous répondre, mais simplement une chose. À vélo, on achète moins, mais on revient plus souvent par définition. Et ce que vous constatez aux Pays-Bas, c'est vrai aussi
pour rester en France simplement, dans certaines villes en France, les villes qui en fait s'en sortent mieux, d'après le palmarès de Procos, sont toutes des villes qui en fait ont aussi une politique cyclable depuis un certain temps et qui, enfin, à l'échelle de la France, sont un peu plus cyclables que d'autres. Voilà. Voilà, c'est tout. Et juste, les jeunes qui passent moins le permis, aussi à Carcassonne ou aussi à Carcassonne. D'accord, ok, intéressant. Hervé Dupont, ancien directeur d'établissement public, notamment Plaine de France, mais c'est pas ça que je vais vous parler parce que je travaille en ce moment sur une ville de la reconstruction en Normandie qui s'appelle Évreux, qui est ma ville natale. Et les phénomènes dont vous parlez sont pas encore là parce que se tient assez bien, mais sensibles. Et donc je voudrais poser des questions, notamment à Stéphane Musica, sur l'exemple de Mulhouse. Parce que Mulhouse, c'est une ville moyenne, grande, comme tu l'as dit, avec un opérateur. Et ce que je constate dans le centre-ville d'Évreux, qui est un centre-ville reconstruit, c'est que certains obstacles, c'est tout simplement la disposition de foncier suffisamment grand pour des enseignes moyennes, pas des FNAC et des grandes, mais des enseignes moyennes, qui du coup vont en périphérie parce qu'elles ne trouvent pas la taille qu'il leur faut. Des questions également de transformation du bâti parce qu'il y a des questions d'accessibilité. Par exemple, des cabinets médicaux qui ferment, qui vont se mettre en périphérie parce qu'ils ont l'accessibilité handicapée. Et ces questions, ça met en jeu les moyens d'investissement de la collectivité parce que les investisseurs sont des investisseurs privés particuliers qui se contentent d'acheter un bâti et de le revendre ou de le louer, mais qui n'ont évidemment pas de stratégie. Et je voudrais poser cette question, en fait, de l'opérateur ou des opérateurs. Quand il n'y a pas d'opérateur local, parce que la ville est trop petite, il y a des SEM à Caen, mais il faut aller les chercher, alors qu'il y a des potentiels de foncier, y compris dans le centre-ville, qui permettraient de résoudre, pas seulement pour les commerces moyens, mais aussi pour des équipements publics qu'on va mettre en périphérie parce qu'on n'a pas de parcelles assez grandes, alors qu'on pourrait regrouper. Voilà, toutes ces questions me semblent intéressantes parce que là, il y a un maire qui veut bouger les choses, mais il y a aussi ces questions purement opérationnelles que je voudrais poser. Et savoir si vous avez des exemples aussi dans ce que vous avez vu. Oui, pour répondre à Hervé Dupont, effectivement, la question de l'opérateur est importante, mais alors vraiment le préalable, c'est la volonté politique, c'est-à-dire que si la volonté politique est là, ce qui était le cas à Mulhouse et ce qui semble être le cas à Évreux, les solutions opérationnelles, je pense qu'on peut les trouver. Il faut un bras armé, effectivement. Un, il faut la volonté politique. Deux, il faut caler la stratégie. Donc sur Mulhouse, on avait passé quand même 2 ans d'études pour diagnostiquer la situation, que le diagnostic soit clair, soit partagé, soit porté, et puis notamment avec Bérénice, avec des spécialistes des questions commerciales, des spécialistes aussi des urbanistes. Et une fois qu'on a calé la stratégie, on a défini un budget. Là, il y a la question du bras armé qui se pose sur une partie des efforts, et l'autre partie, après, c'est l'investissement privé qui prend le relais. C'est-à-dire que 35 millions, c'est pas rien, effectivement, mais ça permet de faire venir des investisseurs privés, des Parisiens ou d'autres régions de France. On n'a pas des investisseurs internationaux, mais en tout cas nationaux, qui reviennent sur la ville parce que le maire leur adresse un message de confiance et que surtout, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est également des actes. Et à ce moment-là, l'effet levier entre l'investissement public et l'investissement privé, il commence à devenir intéressant. Évreux peut peut-être faire appel à la société de Stéphane. Il pourrait y avoir des services rendus par des... Voilà. Bon, on peut peut-être trouver plus près. Il y avait une question un peu plus loin. Oui, bonjour. Je ne vous oublie pas derrière, rassurez-vous. Pardon. Oui, Bernard Labat, Association Humanité Biodiversité. J'avais 3 questions assez rapides. D'abord, sur l'emploi, on a effectivement le sentiment, en écoutant M. Rasmont et en lisant son livre, bien sûr, que l'emploi n'est déplacé des centres-villes vers les périphéries. Mais n'y a-t-il pas aussi une problématique de qualité de l'emploi ainsi transféré ? Est-ce qu'on ne remplace pas des CDD, des emplois stables en centre-ville, voire des situations d'entrepreneurs, bien sûr, en emploi précaire dans les grandes surfaces ? Et donc, est-ce que ça paraît être un sujet un petit peu négligé dans le discours sur les projections de l'emploi
à la faveur de la création des zones commerciales périurbaines. Deuxième question sur les friches commerciales. Moi, j'étais très frappé par l'autre blog, un blog d'un de vos collègues, Pascal Madry, très frappant. Hein. Il suffit de taper French Den Malls sur Internet et on voit qu'il y a un recensement absolument effrayant, d'ailleurs, avec beaucoup de documentation photographique de toutes ces friches commerciales. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a une base de données sur les sites et sols pollués, Basias, Basol, ce tandem-là, on le connaît bien. N'y a-t-il pas, ne ressentez-vous pas la nécessité d'un recensement un petit peu fin des friches commerciales pour qu'on puisse y superposer des politiques publiques? Pour l'instant, cet instrument-là semble manquer. Et puis, troisième question, plutôt pour M. Muzica, la conformation commerciale à venir des villes qui s'en sortent, dont vous avez donné un exemple. J'ai un peu le sentiment, pardonnez le côté un peu provoquant de ma question, que c'est une politique qui consiste quand même pour partie à investir ou à faire confiance à la Fédération Procause, quoi, en un mot commençant, avec des exposants des enseignes que vous avez d'ailleurs citées ou montrées dans votre présentation, Sandro, Calzedonia, Geox, bon, on les connaît tous. Pardonnez le caractère, encore une fois, un petit peu provocant de ma question, mais à défaut d'apprendre à manger des petites culottes ou des chaussures, on va finir par avoir un certain problème de commerce de bouche, par exemple. Premier problème. Et deuxième problème, est-ce qu'on ne va pas vers une sorte d'unification du paysage commercial des villes qui s'en sortent? Je vais répondre en fait à la question pour Stéphane d'abord, mais simplement à Mulhouse en fait il n'y a pas justement des enseignes. Ils sont très fiers de mettre en avant les enseignes, mais j'ai posé la question à Frédéric Marquet. En fait, il y a 35% d'enseignes en ville, donc il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que dans les villes moyennes, y compris celles qui sont considérées comme aller bien, Colmar par exemple, et ben en fait on trouve peu, à part le fromager, voilà, on achète son super, et puis le marché quand même, mais on trouve très peu d'alimentaire. Alors sur l'emploi, oui, non seulement CDD, mais aussi multiplication des emplois, emplois répétitifs. C'est le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, en fait. Donc c'est voilà. Avant de passer la parole, passer la parole à Stéphane, il y a en effet une sorte d'illusion sur la création d'emplois qui fait que les CDAC cèdent presque toujours à la création des centres commerciaux, le chantage à l'emploi. Et de fait, quand on analyse bien, la création nette d'emplois est très faible, c'est-à-dire celle qui est annoncée, elle est calculée à la quantité de mètres carrés. D'abord, au départ, parfois c'est vrai, quand on ouvre le centre commercial. Ensuite, ça baisse de 20 à 25% au minimum et on ne compte pas les emplois qu'on tue. Donc ça, c'est dramatique. Je pense que ce chantage à l'emploi doit s'arrêter. Il faut des études sérieuses, on n'en a pas assez. Par exemple, sur le projet d'Europa City, on annonce une création nette d'emplois, ce qui est absolument faux, parce qu'on va tuer tous les centres commerciaux autour et tout ce qui se passe dans les villes. Et c'est quand même un projet soutenu par la puissance publique. Donc ce débat sur l'emploi mériterait vraiment des études beaucoup plus fouillées et des gens qui osent le dire, ce qui n'est pas assez le cas encore aujourd'hui parce que la puissance publique soutient cette démarche. Je me permets de le dire. Stéphane. Oui, je peux compléter la réponse sur la question sur Mulhouse et sur le tissu commercial qui s'installe dans une ville qui se porte mieux. Alors bien sûr, on met en évidence les enseignes qui sont connues sur le plan national parce que ça parle à tout le monde et ça parle notamment aux investisseurs et ça parle à ce type de chaîne. Mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que 50% des commerces qui s'implantent sur le centre-ville de Mulhouse ne sont pas des commerces de chaîne, de vêtements et autres, mais sont des commerces indépendants. Et on est vraiment attentif à cet équilibre-là et ça marche bien. On a des libraires, on a un libraire indépendant là, qui s'est lancé, et on a déjà une très belle librairie et une deuxième dans le centre-ville, dans notre opération Engelmann qui marche très très bien. On a des commerces de bouche qui vont aussi revenir, qui sont des commerces de qualité. Et puis on a sinon des commerces indépendants, originaux, et on est vraiment attentif avec la ville à maintenir cet équilibre. Merci. Donc, vous avez enfin le micro. Merci. Bonjour, Pierre-Marie Tricot, paysagiste, urbaniste à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Mais ma question ne porte pas que sur l'Île-de-France, puisque le constat qu'a fait Olivier Rasmont vaut pour toute la France. Pendant des décennies, on a opposé le petit commerce et la grande distribution. Et moi, le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, c'est que le problème, c'est pas tant la grande distribution que la grande distribution en périphérie. Donc, si j'en tire la conclusion, et ça sera ma question, est-ce que ma conclusion est bonne? Parce que c'est peut-être plus implicite qu'explicite dans votre livre. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, plutôt qu'affronter la grande distribution, ce qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'ils sont trop forts, les
les mettre un peu, je dirais, du côté du développement urbain en ayant des grosses enseignes en centre-ville, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas toujours la place pour ça. Ce n'est pas forcément des hypermarchés, mais des supermarchés. Est-ce que le principe de la locomotive, qui a quand même des galeries commerçantes autour, peut pas, dans certains cas, est-ce qu'il y a des bons exemples, être dans un centre-ville, sachant que du coup, la galerie commerçante, c'est peut-être aussi le commerce local existant. Est-ce que quand on fait, en un mot, quand on fait venir une grosse enseigne, si on y arrive en centre-ville, est-ce que ça tue le petit commerce ou est-ce qu'au contraire, ça peut le contribuer à le faire vivre ? Non, avant de donner la parole à Olivier, donc je rappelle l'exemple britannique qui est très clair en la matière parce que c'est le plus radical. Il est encore plus radical que l'Allemagne et les Pays-Bas puisque c'est absolument impossible de faire un centre commercial en périphérie. De fait, d'abord, les investisseurs s'y retrouvent. Je veux dire, ce ne sont pas des bienfaiteurs publics. Ils s'y retrouvent et en général, on leur demande, il y a une exigence de retisser le tissu urbain. C'est-à-dire que les commerces, les parkings autour, c'est une chose absolument impossible, puisqu'ils doivent fabriquer du tissu urbain d'une part. D'autre part, ils doivent faire des enquêtes pour ne pas mettre en péril le commerce existant. Ils doivent au contraire se relier au commerce existant et le compléter. Et on a vu par exemple à Birmingham que la création du centre commercial, qui est magnifique, a été une manière de retisser la ville et de refaire vivre le commerce. C'est le cas également à Liverpool. Donc on a ces exemples qui sont quand même très intéressants. C'est dans un pays ultra-libéral, hein, qui est infiniment plus contraignant que ne l'est la France. Donc, puis je demande à Olivier de réagir. Oui, alors en fait, non, la grande distribution, c'est pas qu'elle est trop forte, c'est qu'en fait, on s'y est pas vraiment attaqué. Hein. Franchement, pour l'instant. En fait, en ville, c'est différent. J'avais une discussion avec la Chambre de commerce de Paris à propos de la rue Lourmel et du centre Beaugrenelle. En fait, là, il y a une complémentarité, tout simplement parce que c'est facile d'y aller à pied. Et du coup, comme c'est à côté, ben oui. Et quand il y a une enseigne importante qui s'installe, même un Monoprix, même un Carrefour Market, etc., dans une rue, pour le commerçant, l'intérêt, c'est d'être à côté, juste à côté, justement, parce qu'il y aura des flux à pied, sur le même trottoir de préférence, pas en face. Ils le disent comme ça, les commerçants. Par contre, si c'est à 3 km et qu'il faut aller en voiture et que, en fait, bah oui, ça va être compliqué de se garer, bah là, la complémentarité, elle ne va pas fonctionner. Donc, en fait, c'est vrai que dans les villes, pour l'instant, les enseignes, c'est 35-40%, je répète, mais c'est un problème, à mon avis, pour revenir à la question d'avant, qu'il n'y ait que les mêmes enseignes partout. Mais je pense quand même que, par exemple, rue de la République à Orléans, c'est la rue des enseignes, elle est extraordinaire. C'est la rue où il y a le tram, on descend de la gare, c'est la rue des enseignes. Et en fait, heureusement, comme on est rue de la République et pas à, je sais pas trop quoi, à République Street à Saint-Jean-de-Bray ou je sais pas où, on est, enfin dans la banlieue, etc. On est du coup, on va à pied, pas loin. Et donc ça change quelque chose. Quand on est en ville, on reste en ville et on arrive à pied aussi. Je pense que là, les déplacements sont au cœur du sujet. Oui, Pierre Narin. Ariella a cité en introduction là, des travaux du CGEDD sur le sujet. Donc en fait, il y a deux rapports. Un premier qui a été fait avec l'IGF sur la revitalisation commerciale des centres-villes, qui est sorti à la fin de 2016, et un deuxième rapport qui porte plutôt sur l'analyse de l'urbanisme commercial périphérique selon les principes, à partir des principes du développement durable, donc qui porte plutôt sur les périphéries. Donc deux travaux qui se complètent. Bien sûr, on s'est basé sur beaucoup d'études existantes, d'analyses, d'observations, y compris d'ailleurs des travaux d'Olivier Rasmont, qu'on cite dans un de nos rapports. Je voudrais juste rajouter, on est en phase avec plein de choses que vous avez dites. On s'est aussi basé sur un certain nombre d'études de cas, comme celui de Mulhouse, dans la première mission. Je voudrais donc juste rajouter peut-être quelques points qui n'ont peut-être pas été assez dits. C'est d'abord l'importance effectivement de cette analyse en termes de développement durable, parce que l'urbanisme commercial périphérique, on n'a pas de mal à faire son procès, en tout cas faire le procès du passé des 40 années réalisées, donc tout ce qui a produit la France moche, les entrées de ville déstructurées, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser les projets plus récents, parce que souvent on a des opérateurs qui présentent des projets soi-disant vertueux. Ils ont obtenu le label BREEAM quelque chose, HQE quelque chose. Et en fait, quand on regarde de plus près, ce sont bien sûr des projets qui ont un certain intérêt en termes de prise en compte de l'environnement à l'échelle de l'opération, mais dès lors qu'on regarde
les choses à une échelle plus large au niveau d'un territoire, eh ben, on s'aperçoit qu'effectivement, ils contribuent à l'étalement urbain, ils contribuent à la désorganisation de l'espace, à la mise en péril des centres-villes, notamment dans les villes moyennes. Ils sont pas du tout... Alors, on a largement parlé de l'emploi, donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit, puisqu'on a du mal à avoir vraiment des analyses objectives des emplois créés, de quel type d'emploi, combien détruit ailleurs, comment ça dure dans le temps. Et bien évidemment, en termes de mobilité, je ne reviens pas sur tous ces aspects. Et un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'aspect, la dimension européenne, parce que c'est vrai qu'on est un peu en France presque un peu l'exception, parce qu'on a tellement bien introduit la directive Bolkestein dans notre législation qu'on s'est privé d'un certain nombre de marges de manœuvre pour effectivement faire fonctionner un dispositif de régulation correcte. Je ne reviens pas sur ce qu'on dit les uns et les autres sur le fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial. Et je crois que c'est important de dire, parce qu'on a fait cette analyse, on nous avait dit, attention, il y a des principes européens respectés, si vous voulez, vous ne pouvez pas empêcher la libre installation des commerces, etc. En fait, en regardant bien le droit européen, il est tout à fait possible, enfin, on montre très clairement qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre. Il y a aussi des principes européens en termes de droit de l'environnement, en termes même d'organisation des territoires, ce qui s'appelle les raisons publiques d'intérêt majeur. Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir dans tous les pays voisins du nôtre comment ces pays ont intégré ces règles différemment. Alors, ce n'est pas vrai partout, mais que ce soit l'Allemagne avec la planification, la Grande-Bretagne avec le dispositif qu'a cité Ariella, les Pays-Bas, même l'Italie, au moins la Catalogne, si ce n'est l'Espagne entière, finalement, présente des dispositifs beaucoup plus équilibrés. Voilà, donc c'est pas parfait ailleurs, mais je crois que ça doit inspirer effectivement ce changement d'orientation qui est prôné dans nos rapports et qui est, je crois, prôné aujourd'hui par beaucoup de gens. C'est important de dire qu'il faut changer, mais c'est aussi important de montrer comment et pourquoi on peut changer, que rien ne s'y oppose au niveau de la législation européenne, qu'on a des alliés dans toute l'Europe. Et après, j'ai juste peut-être un point de débat avec Olivier Zarazmon, c'est quand vous dites, vous opposez un peu la volonté politique et la réglementation. Je pense qu'il faut certainement les deux. Et nous, à la suite de ces travaux, on a plutôt tendance à dire, bon, il y a vraiment un rapport de force qui est à créer. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus, de plus en plus d'élus, d'experts, de gens de toutes catégories qui veulent effectivement aller dans cette nouvelle direction. Il y a une intelligence, il y a de l'ingénierie à mettre en place, notamment dans les villes moyennes, et de l'intelligence collective. Il y a aussi des acteurs chez les commerçants qui sont de plus en plus nombreux à dire, nous, on voulait être partout, mais quand ils se rendent compte qu'ils payent un loyer en centre-ville, dans un premier centre commercial, dans un deuxième, ça devient très très compliqué. Donc il y a beaucoup de fédérations de commerçants qui ont applaudi de deux mains quand on a sorti notre deuxième rapport, je dirais un peu à ma grande surprise. Et je dirais même les opérateurs immobiliers commencent à se poser aussi des questions. Donc je pense qu'il faut aussi effectivement à un moment donné changer les règles du jeu pour que le système d'acteurs fonctionne dans un sens vertueux. Comme c'est davantage une contribution qu'une question, je vais passer à la question d'après, mais toutefois en disant que Pierre Narin prépare avec le CGEDD un colloque sur la question qui devrait avoir lieu à la rentrée, 19 octobre, vous serez tous invités. On a déjà réalisé une matinée du CGEDD sur la question et on pourra vous envoyer le lien sur la question du commerce périphérique. Mais bien évidemment, tu n'as pas parlé que de ça, Olivier, et merci, puisque c'était très large comme approche. Donc on vous enverra l'information sur ce colloque qui rendra compte de tous ces travaux. Alors il y a une question tout à fait là, oui. Oui. Bonjour. Attendez, il y a monsieur derrière, et puis vous, et puis il y avait madame ici que je n'oublie pas, au second rang. Oui, Gilles Vexlar, paysagiste et urbaniste sur quelques projets. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre, bien sûr, à la suite d'une émission de France Culture, dans laquelle le débat était justement entre la question du centre et de la métropole, si mes souvenirs sont bons. Ce qu'on a pu constater quand même, à la lecture de ce livre, c'est que sur les 90% de la première partie, j'ai été extrêmement séduit par la précision et par le constat, qui est lapidaire, sur l'examen de la France entière. Par contre, sur les réponses, j'étais très interrogatif pour différentes choses. Déjà, à l'évidence, on le sait tous, c'est que les centres commerciaux, les grandes surfaces extérieures à la ville, ont siphonné complètement le commerce des centres-villes. C'est très dur de faire la machine arrière. Ensuite, une des critiques quand même que je ferai à l'examen, là, c'est qu'effectivement, on parle de qualité de vie, certaines de ces photos le montrent très bien, et on oublie, et avec
avec ce reportage en fait sur les centres-villes, on a peut-être l'envie de définir qu'est-ce que la qualité de ville, la qualité de vie, mais aussi la qualité de ville. Effectivement, aujourd'hui, on assiste dans l'espace public des démonstrations péremptoires sur des centres de places, etc., sur lesquels il y a overdose d'ailleurs d'aménagement, pour être clair, au détriment d'ailleurs des périphéries et des banlieues. Pour travailler en banlieue et habiter moi-même en banlieue, je constate que cette question du déplacement est presque accessoire si on n'attaque pas le problème de fond. Et je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait un moratoire qu'avait évoqué Aridam Boudji sur faire une pause dans la construction des villes à cause de ces centres commerciaux qui sont dirigés d'une manière certaine par quelques grands groupes banquiers et financiers. On le sait tous très bien en ayant travaillé là-dessus. Alors l'histoire de la locomotive est quand même quelque chose d'assez grossier, je dirais entre guillemets, puisque ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on attend cette affaire-là. Aujourd'hui, on a une véritable question concernant l'aménagement de ce qu'on appelle le périurbain, mal nommé, c'est horrible cette expression, et on pourrait se poser la question de la responsabilité des centres commerciaux là-dessus, au titre vraiment de la ville. On voit dans les dernières élections, d'ailleurs présidentielles, enfin ces élections en cours, que la question de fond est posée, enfin. On voit bien la répartition, la bipolarité est éclaboussée en fonction, au contraire, de questions de vie citoyenne beaucoup plus amples. Alors pourquoi on ne s'attaque pas assez gros, je ne comprends pas pourquoi on ne s'attaque pas assez gros, avec, à titre du bilan carbone 14, etc., etc. Il y a plein de moyens de se reposer des questions et de refonder la ville sur la qualité et le sens même qu'elle doit porter, et notamment... L'autre fois, on se plaint des commerces, par exemple. On se plaint... il y a une vue, je veux dire, pardon, pour conclure, il y a une vue trop commerçante de la qualité de la ville. Voilà la grosse critique que je ferais. Et dans le fond, si certains commerces, les plateformes commerciales disparaissent, on peut les remplacer, je suis paysagiste de nature, par des parcs qui, dans l'histoire et dans le temps, et revenons ça aux travaux de la DATAR de 1965, on serait curieux de voir le bilan de tout cela pour voir... Il faut laisser Olivier répondre. Merci. Bon, si j'ai bien compris, vous me reprochez de parler trop de commerce, en fait. C'est un peu ça. C'est par le commerce que cette affaire est en train de monter. Donc c'est comme ça qu'on peut traiter le sujet. Forcément, c'est le révélateur. Donc ensuite, non, justement, c'est la ville qui est en jeu, et c'est justement les quartiers hors PQV, là. C'est tout ça. Donc c'est l'habitat, c'est tout le reste. C'est la vie en ville. Je peux qu'être d'accord avec vous sur ce plan. C'est le sens de ma conclusion, d'ailleurs. Olivier, on va prendre encore 2 questions à la queue leu. Non, 2 questions, parce qu'il est 7h moins 5, vous allez partir, et voilà, allez-y. Très rapide. Jérôme Libeskine de Logicité, je suis consultant en logistique urbaine. Je m'étonne, mais vous en parlez un peu dans votre livre, vous faites un paragraphe sur l'e-commerce. Est-ce que quelque part, l'e-commerce, finalement, ne va pas complètement bouleverser un certain nombre de fonctionnements sur le plan de la consommation ? Est-ce que les premières victimes de l'e-commerce ne seront pas les hypermarchés eux-mêmes ? Et est-ce que finalement, juste une question très courte, est-ce que finalement l'e-commerce n'est pas une formidable opportunité pour les commerces de centre-ville de pouvoir vendre aux nouvelles générations dans les années qui viennent ? Alors oui, j'en parle dans le bouquin, mais évidemment, je ne peux pas tout évoquer en parlant 1 heure. Oui, c'est très important l'e-commerce, c'est très intéressant, mais ce que disent les spécialistes de l'e-commerce, pour le moment, ils le confirment, c'est que pour le moment, la proportion reste limitée. Il y a une augmentation de l'e-commerce et ensuite une sorte d'inversion de la courbe. Tout simplement, ça augmente, mais moins qu'avant, et donc ça ne devrait pas dépasser un certain seuil. On ne sait pas encore très bien combien, mais c'est ce que disent les spécialistes de l'e-commerce eux-mêmes. Par ailleurs, l'e-commerce change beaucoup de choses, parce que c'est la livraison, en fait, tout simplement. Et quand on croit que cette économie-là n'est pas matérialisée, en fait c'est faux, elle est matérialisée, et pour le dire assez simplement, elle se matérialise généralement par une camionnette blanche conduite par un chauffeur sous-payé qui se gare sur un trottoir. Et donc il y a des enjeux à ce moment-là qui sont différents, qui sont ceux qui redeviennent ceux du transport et de la ville, et effectivement ça peut avantager la proximité à condition qu'on fasse payer le prix de livraison quand même, parce que si on ne fait pas payer et qu'on prétend que c'est gratuit, comme c'est toujours dit, les frais de port sont offerts, ça ne marchera pas, mais si on le fait payer, là ça va avantager le commerce qui est en dessous, et j'insiste et je redis, pas juste le centre-ville, mais aussi les commerces de quartier, parce que justement on ira en dessous de chez soi, pas loin, à 300 mètres si c'est possible, etc. Et on n'ira pas, on fera moins le trajet de 10 km qui consiste à aller à la zone commerciale. C'est vrai qu'Olivier n'a pas évoqué que le centre-ville, il a évoqué la ville.
et la façon dont les quartiers pouvaient être associés au centre-ville. Et c'est vrai que le débat n'a pas porté là-dessus, mais c'est clair que dans ton ouvrage, tu le fais, non pas en tant qu'urbaniste, mais justement en tant qu'observateur qui renvoie au monde de l'urbanisme un certain nombre de questions. On va prendre la dernière question. Je suis désolée pour les autres parce que j'aime bien finir à l'heure, même si on ne commence pas à l'heure. À vous, madame. Alors j'aimerais revenir sur les... Vous êtes Je suis architecte. J'aimerais revenir sur les questions d'acteurs qui ont été évoquées, non seulement pour la question donc des acteurs publics, mais aussi les commerçants. Je m'interroge sur ce que vous avez pu constater, le rôle de la société civile aussi dans cette redynamisation, que ce soit par l'économie sociale et solidaire ou aussi l'engagement d'associations. Et la deuxième question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle si peu ? De la société civile. Ah, la société civile on en parle. Enfin, je suis pas sûr. Quand je vais à Tournu, à Limoges ou à Perpignan ou à Castres, je rencontre à chaque fois des gens qui sont franchement décidés. Ils ne veulent pas se laisser faire, vraiment. Et c'est ça que j'appelle la société civile. Alors, l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas. Oui, certainement, il faudrait donner des exemples. Là, l'image qui me vient en tête, c'est des ateliers de réparation de vélos, mais ça ne suffira quand même pas. Mais il y en a certainement d'autres. En fait, c'est vrai que souvent, j'aime pas dire que le débat est confisqué, mais en fait, souvent, c'est vrai que le débat a lieu entre l'élu, l'aménageur, la presse locale, et que souvent, ces affaires-là, elles sont considérées comme, oui, c'est pas notre sort, et donc les gens ne participent pas. Et c'est vrai que de toute façon, dans n'importe quelle ville, même quand il y a une association de citoyens engagés, la plupart des gens ne réfléchissent pas. Sauf quand ils sont confrontés, là je l'ai vu à Tournu, Saône-et-Loire, où là, des gens d'association qui combattent complètement le projet pharaonique du maire à la sortie de l'autoroute A6, là ils se disent eux-mêmes, mais tiens, peut-être nos modes de consommation, ils pourraient aussi changer. Et c'est intéressant, parce qu'il y a ce que j'appelle vraiment la prise de conscience. Moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en partie. Peut-être que vous pourriez poursuivre hors séance générale. En tout cas, je voulais remercier beaucoup nos intervenants de s'être mobilisés pour faire passer les messages. Je voulais vous annoncer que le prochain 5 à 7 n'aura pas lieu avant octobre à cause d'une charge de travail trop importante d'ici là. Par contre, je vais vous inviter tous à nous rejoindre à Berlin, puisque j'organise un colloque à Berlin, 18 et 19 septembre prochain, où vous pouvez découvrir les choses passionnantes, notamment sur le bottom-up, sur la façon de fabriquer de l'habitat autoproduit, sur la manière de débattre avec la société civile. Donc on vous enverra le programme. En tout cas, le prochain atelier, le prochain 5 à 7 aura lieu en octobre, sans doute autour de la question suivante: peut-on encore faire des grands projets ? Donc nous allons inviter Laurence Cosset, qui a écrit le livre sur la Grande Arche. Donc ça tombe pas mal, puisque la Grande Arche a été refaite avec beaucoup de questions et de débats, et avec Jean-Louis Subilo et sans doute Yves Dauge, qui a dirigé les grands projets présidentiels, pour analyser, d'une part, comment il a été possible de monter des grands projets, et poser la question aujourd'hui, dans notre société telle qu'elle est, s'il est encore possible d'aller jusqu'au bout d'un projet ambitieux. Donc voilà le sujet de notre prochaine rencontre. Sachez aussi que vous pourrez voir l'interview d'Olivier très vite sur YouTube. On vous informera que sur le site du Club Ville Aménagement, mais aussi sur YouTube, vous avez cette séance qui restera en ligne pendant très longtemps, ainsi que le compte-rendu de la séance. Et puis, vous pouvez aussi revoir, si vous le souhaitez, tous les 5 à 7 précédents avec les PowerPoints, les vidéos et les comptes rendus. Merci beaucoup à vous et à très vite.